Bonjour mes amis. Eh bien, nous sommes samedi, comme vous le savez. Et je vais vous parler de cuisine, de goût. Beaucoup d'entre vous, et beaucoup de chefs, surtout, m'ont envoyé des messages en disant « Mais est-ce que vous pourriez nous reparler? Comment vous voyez-vous la cuisine? Comment vous voyez la nutrition? Et comment vous voyez la cuisson ?» Parce que ce que vous dites nous plaît, parce que ça correspond tout à fait à des choses que l'on recherche et dont on a besoin pour s'améliorer, mais on a du mal à le réexpliquer à ceux qui nous entourent, nos apprentis et même nos chefs de parti. Parce que des habitudes sont ancrées, et bien ces habitudes-là, pour les faire partir, c'est difficile. Aujourd'hui, on veut aller le plus vite possible et terminer, si on pouvait, avant d'avoir commencé. La cuisine, ce n'est pas ça. Le goût, ce n'est pas ça. La nutrition, ce n'est pas ça. D'abord, posez-vous la question. On va oublier la religion, hein, et on va dire la nature, Dieu nature, qui a construit le monde. Quand il a construit le monde, il savait qu'il allait devoir nourrir les hommes qui allaient arriver. Parce que tout était programmé à l'avance. Je ne peux pas vous dire comment et avec qui, mais c'est trop bien organisé pour que ça ne le soit pas. Et quand il a mis la nature en place, il a mis le feu, il a mis l'eau et il a mis l'air. Dans l'air, il y a de l'oxygène, donc le feu pouvait fonctionner. Le feu, il y avait suffisamment d'orage et de foudre qui faisaient, comme actuellement avec la chaleur, brûler les campagnes. Donc, on n'avait pas trop de mal pour en trouver. Et l'oxygène, il était nécessaire pour que l'homme puisse vivre, je dirais même les plantes et les animaux. Et bien sûr, il lui fallait des récipients, parce qu'il fallait faire cuire les aliments. Elle en avait conscience, cette nature, car elle savait également que si l'homme, comme les animaux, ne mangeait que du cru, il ne pourrait pas vivre au-delà de 21 ans, comme les animaux, comme les 3/4 des animaux. Il avait donc besoin de manger cuit. Et pour ça, il y avait l'eau. L'érosion a fait son travail en creusant des roches. Dans ces roches, on y mettait de l'eau. Et ces roches, on les mettait dans le feu jusqu'à temps que la roche devienne rouge et que l'eau bout. Quand l'eau bouillait, on mettait des restes d'animaux qu'on avait tués à la chasse, ou des herbes, ou des fruits, ou des choses qui poussaient tout naturellement et que l'homme appréciait. C'est ainsi qu'ont commencé les premières soupes. Alors on va me dire, mais comment vous savez ça? Vous n'étiez pas là pour le voir. Non, c'est vrai. Mais ouais, nous avons des individus qui s'appellent des chercheurs, qu'on appelle les ethnologues. Et à force de chercher, eh bien, ils ont pénétré dans des grottes qui étaient jusque-là pas mises à découvert. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des corps qui avaient été déchiquetés par les animaux, que ce qui cuisait, eh bien, c'était resté à même le sol, et avec le temps, ça s'était fossilisé. Ils ont donc conclu, que ce soit en Tchécoslovaquie ou que ce soit en Afrique, eh bien, que les mêmes mots causaient les mêmes effets.
Et on a suffisamment de photos pour savoir que ces bêtes affamées, attirées par l'odeur, eh bien, avaient pénétré dans les cavernes et avaient fait les dégâts qu'ils ont découverts. Donc, on savait ce que mangeaient les gens, comment ils mangeaient, et les analyses ADN ont permis même de savoir la nature des aliments. Donc, ça fonctionnait. Et on connaît aussi la première intelligence de l'homme. Le jour qu'il se promenait dans la nature en marchant à quatre pattes, comme ses autres congénères, eh bien, il eut l'idée, en passant sous un arbre, de se mettre sur ses pattes antérieures, ses membres inférieurs, les jambes, de se redresser, de cueillir un fruit pour le porter à sa bouche. C'est la première intelligence reconnue par les ethnologues de l'homme dans la nature et surtout dans sa liberté. Et puis les choses ont évolué, les ans sont passés, il y a eu l'âge de pierre, puis l'âge de fer, avant il y a eu l'âge du feu, etc. Et on est arrivé à des périodes beaucoup plus sympathiques et qui nous ressemblent beaucoup plus. Donc, une chose est sûre, c'est que cette nature qui a conçu tout ça a fait que l'eau bout à 90 degrés. Pourquoi elle ne l'a pas fait à la température du feu? 300, 400, 500 degrés. Ça aurait été bien plus vite quand même. Et pourquoi? Pour limiter ça et obliger l'homme à respecter ça, dès qu'on dépasse 90 degrés, eh bien l'eau se transforme en vapeur. D'ailleurs, il y a deux sortes de vapeur. Il y a la vapeur au-delà de 100 degrés qu'on appelle la vapeur sèche, elle devient invisible et sèche, mais garde un degré d'hygrométrie important, et la vapeur condensable, d'ailleurs on appelle l'eau qu'on trouve sous les couvercles des condensats, l'eau cherchant à regagner son état naturel d'eau, cherche des endroits plus froids pour se refroidir et donner des gouttelettes d'eau, qu'on appelle un condensat. C'est donc très important de comprendre ça. Et la réponse, elle est simple. Pourtant, Dieu sait si je l'ai posé cette question à des toubibs. Et ils ont cherché midi à 14 heures, en scientifiques qu'ils sont. Non, c'est tout simple. C'est tout simplement que les produits qui permettent à l'homme de vivre, qui sont contenus dans les aliments, quels qu'ils soient, vu leur composition, ne peuvent pas être cuits au-delà de 90 degrés. La nature a bien fait les choses. Chaque fois que vous cuisez un produit au-delà de 90 degrés, la nature même du produit, en tant que nourriture, en tant que produit d'apport pour le corps, ça ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien. Alors vous allez les mettre dans, vous allez les engloutir, vous allez les manger, c'est sûr, mais il n'y aura aucun apport nutritif. C'est là que ça devient grave. Et c'est pour ça que vous ne vous en rendez pas compte. Parce que la place de l'aliment dans le corps, il reste là, et il occupe sa place. Simplement, la digestion se fait mécaniquement, mais ne se fait pas chimiquement. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Eh bien, où le corps trouve dans ce que vous lui apportez en nourriture les éléments nécessaires à favoriser la digestion, à sélectionner ce qu'il a besoin et à éjecter par les voies naturelles ce qui ne lui sert à rien. Si vous cuisez au-delà de 90 degrés, c'est tout qui ne sert à rien. Donc tout s'éjecte. Mais comme il est bien conçu le corps, et que la nature a bien fait les choses, eh bien ses besoins, eh bien elle va les fabriquer à la place de vous.
base de ce que vous aviez à manger, normalement. Et comme il a peur d'en manquer parce qu'il ne maîtrise pas les quantités, la règle, c'est qu'il en fabrique à peu près 3 fois plus. Alors, ce sont les produits qu'il y a dans les glandes salivaires, la bile, les produits qu'on trouve dans différentes parties du corps, bien sûr, le foie, je l'ai dit, les reins et le pancréas. J'en oublie peut-être, mais c'est le matin de bonne heure, donc il faudra me pardonner. Toujours est-il qu'il fabrique et il utilise ce qu'il a besoin. Mais comme il a fabriqué force 3 et qu'il utilise force 1, force 2 et 3 sont des trop-pleins qui passent dans le sang et qui vont être mal utilisés et pour peut-être pas utilisés du tout pour rien. Donc pour le corps, c'est une double fatigue parce qu'il aura distillé le mauvais et le bon. Et ensuite, il va devoir séparer le premier tiers du deuxième tiers, éjecter tout ça. Malheureusement, tout ne passera pas par les voies naturelles et beaucoup d'éléments iront dans le sang. Parce que là, il s'y trouve bien. Ah, c'est sûr qu'ils s'y trouvent bien pour aujourd'hui. Ils sont gâtés. Mais dans 25 ans, dans 30 ans, quand le cumul de tout ça aura bouché les artères, les veines, et que vous aurez un AVC, vous aurez du diabète, vous serez obèse, à qui la faute? À qui la faute? Qui ne sait pas cuisiner les aliments? Parce qu'il cuit à toute vitesse, très fort. Dans un four, par exemple. 180 degrés, 200 degrés, 240, 270 des fois. C'est à vous que vous faites du mal. Et non seulement vous faites du mal à vous, mais avez-vous le droit d'en faire à vos enfants? D'en faire à votre mari? Ou votre mari à votre femme? À sa femme? À vos grands-parents qui vous ont élevé? Vos parents qui vous ont élevé? Ils vous ont fait quoi pour vous les matraquer de cette façon-là et vous les rendiez malades? En avez-vous le droit? Et savez-vous qu'en 2025, cette malbouffe va coûter 39 milliards à l'État? Qui va payer? Vous? Vous serez à la retraite? Ben, vos enfants et vos petits-enfants. Avez-vous le droit de laisser une telle dette à des gens qui n'ont rien demandé? À des petits qui ne sont pas encore nés? Quelle moralité! Et pourtant, vérifiez mes chiffres. Alors voilà pour l'analyse. Et c'est justement pourquoi beaucoup d'entre vous m'écrivent, me téléphonent, me posent des questions, viennent me voir, pour essayer de comprendre. Alors on va partir à zéro. On va déjà partir du goût. Pour que vous compreniez mieux les choses. Et la question que je vais vous poser, est-ce que le goût existe? Ben vous allez me dire oui. Moi j'aime bien manger, c'est bon quand c'est bon. Ben moi aussi. Sauf que le goût n'existe pas. Le goût, c'est un nom qu'on a donné à une sensation ou à des sensations. Mais en réalité, le goût, ce n'est qu'une mémoire. Uniquement une mémoire qui a commencé quand vous étiez dans le ventre de votre maman, en tant qu'embryon, puis vous avez grandi, puis vous êtes fait dans son ventre,
et vous avez commencé à découvrir le goût à travers elle. Et puis vous avez frappé à la porte. Et vous êtes sorti de son ventre. Vous avez trouvé la clé. Elle était là dans un coin. Vous l'avez utilisée, la porte elle s'est ouverte. Et vous êtes descendu. Tout heureux de découvrir la vie. Petit innocent qui ne connaissait rien, mais qui allait devoir rembourser 39 milliards. Enfin, une partie. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est inéluctable puisque la dette existe. Ou elle existera. On doit être à peu près à 20 milliards aujourd'hui. 25. Eh bien, ensuite, la maman va s'occuper de vous, le papa, la grande sœur, la grand-mère, et on va vous faire manger en tant que bébé. Et vous allez découvrir des goûts nouveaux, des sensations nouvelles. Et une impression sensorielle va commencer à germer dans votre tête, à s'établir par les différentes choses qu'on vous aura fait manger, et que les papilles gustatives vont codifier et transmettre à la mémoire qui va les classer. Et là, le cerveau va les lire. Quand il en aura besoin, sucré, salé, chaud, froid, bon, pas bon, amer, pas amer, toutes les sensations qu'on ressent quand on mange quelque chose. Et qu'on ne ressent pas quand on ne connaît pas. Parce que le cerveau est devant un vide et il le classe dans une case à revoir, connaît pas. Voilà. Mais comment? C'est possible que quand vous mettez une petite cuillère dans la bouche, avec un produit dedans, qu'il soit solide ou liquide, vous vous retrouvez avec des sensations, mais que je sache, le cerveau, enfin la mémoire, ne peut pas stocker ce que vous mangez. Il y a donc un phénomène de lecture de ce que vous mangez qui est fait par les papilles gustatives, qui va analyser les goûts en fonction de sa propre connaissance et va les classer en le codifiant. Mais les papilles gustatives n'ont pas de possibilité de stockage. Alors qu'est-ce qu'elles font? Elles l'envoient à la mémoire, dont c'est la fonction de tout stocker. Et comment elle le fait? Elle n'a pas de petite cuillère pour l'emporter dans un frigo qui se trouverait dans notre mémoire. Elle le fait par le biais d'un canal, je schématise, hein, parce que c'est peut-être plus compliqué que ça quand même, hein, mais par le biais d'un canal qu'on appelle le canal gustatif, et donc qui reçoit une émission de courant faible à travers une vibration codifiée qui arrive dans la mémoire et que la mémoire classe en fonction de son appartenance. Chaud, froid, salé, sucré, goût de noisette, goût de noix, goût de poisson, etc., etc. Chaque chose est codifiée. Et là, le cerveau qui est là, il dit « Bon, ça y est, t'as fait ton classement. Bon, midi arrive, hein. Et les cocos, ils vont arriver, là, ils vont avoir faim. Bon, alors, qu'est-ce que t'as dans ton garde-manger, là? Ah, ouais, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Ok. Donc, on va donner des ordres. Et comme midi approche, eh bien, il va dire « Ouh, les petits, là, venez me voir. J'ai des choses à vous dire. Bientôt, c'est l'heure de manger. Et les gens vont avoir faim. Alors, il faut vous préparer, les enfants. Alors, voilà ce qu'il y aura à manger à midi. » Et il donne son menu, avec les goûts qui correspondent. Pour information. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et les papilles gustatives redescendent
vers les différentes glandes, les glandes salivaires, le foie, les reins, le pancréas, et j'en oublie, et va leur dire de fabriquer telle quantité de produits par rapport à la nourriture qui arrive et par rapport au rôle de chacun. Ce qui fait que ça sera sous contrôle et que partant de là, la gestion se passera d'une façon tout à fait normale. Et au lieu l'après-midi d'avoir chaud, de vous trimballer d'une fesse sur l'autre sur votre chaise, etc., d'aller faire un tour parce que vous ne pouvez pas tenir en place, ça c'est les phénomènes de mauvaise digestion. J'y peux rien, c'est comme ça. Et donc, vous avez une digestion qui cette fois est normale, et les choses se passeront bien. Et la digestion sera totale. Mais une condition. C'est quand je vous parle, vous entendez ma voix. Et si je l'élève, que je prends ma grosse voix de professeur en colère, eh bien, la voix est beaucoup plus forte. La mécanique est faite comme ça, les cordes vocales. Pour la radio, c'est des haut-parleurs. Pour la télé aussi. Et dans la vie, il y a le cri. Alors, qu'est-ce qui se passe si, à table, les enfants se disputent, si on crie, si les gamins ont le casque sur la tête, si la télé est à tue-tête ou la radio, eh bien, le fameux transfert entre les papilles gustatives et la mémoire ne se fait pas. Car ce son, cette vibration qui est émise, elle est faible, c'est organique. Elle n'a pas la force et la puissance d'une voix ou d'un micro. Et s'il y a du bruit, le cerveau n'entendra pas et ne pourra pas communiquer avec les tubes gastriques qui ne pourront pas faire leur rôle de déclencheur de la digestion. Vous savez, ces sucs, c'est le petit creux que vous avez quand on a faim, là. C'est au moment où ils remontent, et donc ils viennent chercher de la nourriture et ils se disent « Ah ben on a faim », et ça vous fait un petit creux, là. Si vous n'avez pas ce petit creux, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème. Et donc c'est pour ça que les parents vous disent « On ne parle pas à table, on ne crie pas, arrête de disputer avec ton petit frère. Écoute-moi cette télé d'abord. Voilà. Enlève ton casque. » Tout le monde pense que c'est de l'éducation. Oui, c'est vrai. Mais ils se trompent d'éducation. C'est de l'éducation nutritionniste. Pour permettre au cerveau d'entendre ce que vous mangez. Et ensuite, agir en tant que courroie de transmission entre les glandes digestives et la mémoire et les papilles gustatives. Il y a des sceptiques? Eh bien, pas pour longtemps. Et je vais vous le prouver. Si vous m'écoutez, c'est que vous aimez la bonne cuisine et la bonne chair. Autrement, vous passeriez votre chemin. Et vous faites tous des bons repas. Le dimanche, par exemple, on va chez la tante ou chez la grand-mère, parce qu'elle est bonne cuisinière et qu'elle a des bons produits. Et là, on sait qu'on va se régaler. Alors on attend le dimanche avec impatience. Et là, la grand-mère, elle a invité tout le monde, parce qu'elle aime bien avoir ses différentes nichées autour d'elle. Et il y a ses enfants, ses petits-enfants, donc les cousins et les cousines sont là, tout le monde est content. « Ah, mais tiens, t'es là. Ah, mais t'es venu cette fois. Ben dis donc. Dommage, on a bien rigolé la dernière fois, mais tu nous as manqué. » Et puis, le ton monte. Et puis, il monte encore un peu plus et tout ça, parce qu'il y en a de plus en plus de monde qui arrive. Et puis, à un moment, il faut se mettre à table. Et la grand-mère amène le plat. Elle dit, dépêchez-vous pendant que c'est chaud, hein. Autrement, vous ne serez pas content, vous me direz que c'est pas bon.
Vous savez que je ne suis pas contente quand on me dit ça, moi. Et là, tout le monde se précipite parce qu'ils ont faim, d'abord. Mais deuxièmement, parce que ce que fait la grand-mère, effectivement, ou la tante, c'est très bon. Et là, un phénomène dans tous les pays du monde se passe. Je l'ai rencontré partout. J'ai travaillé dans 54 pays. Alors je l'ai rencontré au moins dans 54 pays. C'est qu'à partir du moment où on a le nez dans l'assiette et qu'on commence à porter les choses à la bouche, un silence de mort s'établit. Il y en a toujours un pour vous dire « Ah, toi le grand là-bas, la grand-mère, elle sait ce qu'il faut faire pour te la faire fermer. Ça doit être bon, hein, parce que dis donc, on t'entend pas. Et pour te la faire fermer, Dieu sait si c'est difficile. » On a tous entendu ça dans les familles. Tous. Et dans n'importe lesquelles. Je vous dis, dans le monde entier, je l'ai entendu. Eh bien, pourquoi il y a ce silence qui s'établit? Pour cette raison-là. Pour cette concentration de recevoir, on pourrait dire comme l'hostie à la messe, ce plaisir gustatif. Et pour l'apprécier encore davantage, parce qu'on sait que c'est bon, eh bien on se concentre et on se tait. Et on ne pense plus qu'à ce qu'on mange. Et on oublie le reste. On est tout seul face à son assiette, face à sa mémoire, face à ses sensations gustatives et son éducation sensorielle. Et que celui qui n'est pas d'accord avec moi, qui ne connaît pas ce phénomène, me le dise. Parce que je lui dirai en face que c'est un menteur ou un agueusien. Les gens qui sont atteints de gueusie, c'est des gens qui ne reconnaissent pas les goûts et surtout qui ne les ressentent pas. Donc ça se soigne, mais il faut vite qu'il aille voir un docteur. Mais il y a son contraire. Des petites et ou des grandes sociétés un peu malines qui font de la bouffe dégueulasse, qu'ils achètent dans des grandes surfaces dégueulasses, avec des produits dont on ne connaît pas l'origine, pourvu qu'ils ne soient pas chers. Et on va dans ces boutiques-là, enfin dans ces restaurants-là, avec la musique à tue-tête, et on se dit « Ah, il y a de la bonne musique, on danse, on fait... » Ouais. Mais pourquoi? Posez-vous toujours là pourquoi des choses. Elle vous ouvrira les yeux sur beaucoup d'autres. Eh bien, c'est tout simplement. Eux, la technique, ils la connaissent. Et ils mettent la musique à tue-tête que pour que vous n'entendiez pas ce que vous mangez et vous ne rendiez pas compte que c'est dégueulasse. C'est la technique du mensonge. C'est-à-dire qu'on trompe les gens en utilisant des phénomènes que l'on connaît pour protéger son incapacité à faire de la bonne cuisine. Parce que la nature fait bien les choses, et à part des gens qui sont atteints d'agueusie, pour le reste, on a les mêmes sensations. Ça dépend de son éducation, ça dépend de son milieu. Mais évidemment, plus le milieu est aisé, plus la nourriture a été variée, plus la mémoire s'est enrichie, plus elle est à même de répondre, puisqu'elle a plus d'informations. Mais au bout d'un certain temps, on a tous, à peu près, les mêmes informations. Voilà comment fonctionne le goût. La mémoire. Et la dernière des choses que je vais vous dire, c'est quand on atteint un âge certain. Et là encore, on va voir la grand-mère, parce que on est content de la voir quand même. Souvent, elle vous a élevé, elle a fait des cadeaux. Alors on va, de moins en moins, mais on va
voir la grand-mère. Et puis le grand-père est là. Puis il est là sur son banc, il bouge pas. Alors papy, comment ça va? Bon, tu sais, je me fais vieux. Mais la grand-mère, comme beaucoup de femmes, va en rajouter derrière. Oh, ton grand-père, tu te rappelles le coup de fourchette qu'il avait? Ben il l'a plus. Il a plus faim. Il mange plus. Je peux même plus l'envoyer faire les courses sans tout écrire. Il a les mémoires qui fout le camp. Elle le dit en rigolant. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. Car quand le goût part, ça veut dire que les mémoires ne fonctionnent plus. Et c'est souvent une fin qui s'approche. Dites-le vous bien. Quand vous entendez ça, sachez-le. Et faites ce que vous voulez, mais sachez-le. Voilà. Alors, voilà comment ça fonctionne le goût. Et pour ceux qui m'auront écouté et compris, ça va leur ouvrir les yeux. Et cette mémoire qui s'ouvre, c'est un autre regard sur ce que vous allez manger. Et n'oubliez pas une chose, c'est que tout produit que vous faites cuire, il est vivant. La poule, le lapin, le bestiau est mort. Oui, mais la matière reste vivante. D'ailleurs, si vous l'oubliez quelque part, elle se putrifie. Elle commence par sentir mauvais, puis elle pourrit. Alors on la jette, et elle fait de l'engrais, et elle renaît de ses cendres, autrement. Donc respectez un produit parce qu'il a des cellules nerveuses. Et chaque fois que vous allez faire mal à un produit, vous vous en rendrez pas compte, mais lui, il vous le rendra, parce que il va se durcir, il va se contracter, et il ne sera pas bon à manger. Sachez-le aussi, et que ce soit une bonne réflexion. Plus vous respecterez le produit, plus vous l'aimerez, plus vous le gâterez, meilleure votre cuisine sera. Avant toute remarque sur la qualité du produit. Un produit que vous aimez cuisiner et que vous chouchoutez sera bien meilleur qu'un excellent produit que vous matraquez. Et trop cuire un produit, trop fort, c'est le matraquer. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça. Mais il faut bien savoir comment on va cuisiner. Et c'est quoi la cuisine? Parce que c'est bien beau qu'on parle comme ça, et je vous dis ces choses-là. Mais faut-il encore savoir ce qu'est la cuisine? La cuisine, c'est prendre un élément cru et le faire passer à un état cuit, en sachant qu'il peut être cuit par la chaleur, mais il peut être cuit par le froid, il peut être cuit par le sel, il peut être cuit par les alcools ou par le vin. Donc il y a plusieurs sortes de cuissons. Il y a les cuissons à chaud et les cuissons à froid. Alors vous allez me poser la question, mais il y a beaucoup de cuissons. Avec tout ça, vous vous rendez compte? S'il faut qu'on apprenne tout ça, comment on va faire? Ben non. Ben non. C'est très facile. Malgré ce qu'on vous raconte pour montrer qu'on a de la science et qu'on est intelligent et qu'on... Bon, j'en passe et des meilleurs. Pour cuire l'ensemble de la cuisine mondiale, et même si on pouvait sur la Lune ou sur Mars ou sur Pluton, il n'y a que 3 cuissons
possible. N'oubliez pas que c'est... Excusez-moi. N'oubliez pas que c'est la nature qui définit tout ça. Pourquoi voulez-vous qu'elle s'emmerde à faire 1000 cuissons alors que 3 suffisent pour faire l'ensemble des cuisines du monde? Puisque c'est elle qui a créé les produits, elle sait comment on doit les faire cuire. Et elle sait qu'avec 3 cuissons, ça suffit. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous les donner, ces 3 cuissons. Et ensuite, demain, je vous expliquerai ce que sont ces 3 cuissons. C'est 3 routes à prendre, 3 chemins à connaître. Et un point, c'est tout. Alors la première, on l'appelle la cuisson par concentration. Tout simplement parce qu'on va mettre la chose à cuire sous un infrarouge ou sous la flamme d'un gaz, et c'est la chaleur dégagée qui va cuire l'aliment, mais cette chaleur étant forte, et bien trop forte, elle va vous concentrer la matière, qui va se réduire sous l'effet de la chaleur, souvent, donc une perte, et qui bien souvent sert à rien. Et je ne vous parle pas de l'état du four à la sortie. Donc ça s'appelle la cuisson numéro 1, la cuisson par concentration. Il y a une deuxième cuisson par concentration qui là se fait à froid. C'est la cuisson par le vinaigre, par l'alcool, par le vin, par le sel, par la glace. On peut cuire avec de l'azote à moins 180 degrés, ça dure quelques secondes même. Ça déforme le produit, ça fait des formes marrantes, ça peut, comme vous voyez la glace sur les carreaux, vous voyez, il y a plein de choses amusantes qui se dessinent. Mais c'est la même chose. D'ailleurs, il y en a plus d'un qui s'amuse aujourd'hui à faire ce qu'il appelle, là aussi en se moquant de vous, la cuisine moléculaire. Moi, ça me fait rigoler quand j'entends la cuisine moléculaire, c'est une science. Une science qui existe depuis que le monde existe et que la nourriture existe. Toute la cuisine est moléculaire, puisque c'est une transformation organoleptique. Alors qu'ils arrêtent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et qu'on apprenne déjà aux jeunes à faire cuire un œuf. Et puis on parlera de cuisine moléculaire quand ils auront passé leur bac et qu'ils voudront devenir chimistes. Je sais qu'il y a des chimistes qui s'épandent dans la presse pour nous raconter comment on fait cuire les frites, etc., etc. Faire bac plus 8 pour en arriver là, je pense pas que c'est ce que les parents pensaient quand ils ont envoyé le rejeton au lycée. Et en plus, les choses, je veux pas dire les inepties ou les conneries, je veux dire tout simplement que les réalités souvent en matière de chimie ou de physique sont pas tout à fait ce qu'on croit, parce qu'un produit n'est pareil. Surtout avec les engrais que certains y mettent. Bien, donc cuisson numéro 1, on l'a vu. Cuisson à chaud ou à froid, cuisson numéro 1. Cuisson numéro 2, ben c'est l'opposé. On va mettre un produit dans de l'eau froide, on va le laisser passer la nuit, il va dégorger, le lendemain on va le rincer, on jettera le jus, on récupérera les légumes, on les lavera et on les utilisera dans son fond de cuisson. C'est le principe du bouilli, bœuf gros sel, pot-au-feu, boule, etc., etc. Ce qu'on appelle les courbouillons, tout simplement. Là, on cuit à 90 degrés. Donc, on me donne raison. Et bien sûr, c'est le principe de la sacro-sainte blanquette de veau
à ma façon traditionnelle de ma grand-mère, comme autrefois. Enfin, tous les mots qu'on peut entendre pour essayer de glorifier un plat qui existait avant qu'il naisse. Ce qui compte, c'est que la blanquette de veau, qu'elle soit bonne et bien faite. Et ça suffit. Et puis vous avez la cuisson numéro 3. Alors la cuisson numéro 3, c'est quoi? Mais la cuisson numéro 3, c'est ce qu'on appelle une cuisson mixte. Tout d'abord, on va faire revenir la viande sur toutes ses faces, dans une cocotte, avec un peu d'huile, un peu d'oignon. Et on la fait rissoler pour bien la saisir. Et quand elle est saisie, eh bien, on aura préparé un fond de cuisson à base de jus, à base d'os, voilà. Et on va mettre ce fond sur la viande, sur les légumes également, parce que tout sera mélangé. Mais avant, on aura pris soin de singer les matières qu'on aura mis dans le faitout ou dans la cocotte. Et singer, c'est quoi? C'est prendre de la farine tamisée pour éviter les grumeaux ou très fluides, comme on en trouve aujourd'hui, et de mettre de la farine sur les choses qui sont en train de rissoler, de dorer, de se concentrer, et on va rouler la farine, dans la farine. Et quand c'est bien roulé, eh bien, il n'y a plus qu'à rajouter le bouillon par-dessus, chaud, pour éviter les grumeaux, et de remuer au fur et à mesure. Ce qui fait que le jus que nous avons va s'épaissir au contact de la farine, du féculent. Ça va faire une sauce beaucoup plus épaisse. Et le produit n'en sera que meilleur, car le jus sera là. Et le bourguignon sera bon. Mais bien sûr, ne vous leurrez pas. Souvent, les gens se disent « Ah, il me reste un peu de piquette, je vais la passer là. » Ben, vous aurez un plat du niveau de votre piquette. Si par contre, vous faites votre sauce avec un très bon vin, blanc ou rouge, ou même rosé parfois, ben, ça vous donnera une excellente sauce qui accompagnera votre excellent plat. Et là, vous allez vous régaler. Et je dirais même, dans certains cas, si vous avez du chocolat, eh bien vous ferez fondre ce chocolat tout à fait à la fin dans la sauce. Et on dit que votre plat sera collé au chocolat. Sauf que le goût ne sera pas le même, car le chocolat aura cassé l'acidité du vin et vous aurez un régal dans la bouche, un plaisir. Madame, mademoiselle, monsieur, j'en ai fini de mes explications baroques et bien sûr, nous allons à la rentrée reprendre tout ça mais en images. Pour le moment, je vous laisse le temps de faire les choses comme nous les faisons en professionnel. Et c'est pas plus compliqué quand on sait. Contrairement à ce que beaucoup veulent vous faire croire. La cuisine, c'est quelque chose de simple, à condition d'en apprendre les règles. Si vous allez passer votre permis de conduire, eh bien, il faudra apprendre d'abord à respecter les signaux. Et puis, quand vous commencerez à attaquer la route, ben, il faudra respecter ce que dit le moniteur. Et à seulement là, vous commencerez à savoir conduire. Et la cuisine, c'est pareil. C'est un monde fantasmagorique où on transforme les choses, mais il faut être capable aussi de savoir faire machine arrière. Ou de jeter les produits et de recommencer. Voilà
ces leçons vous éviteront d'avoir ce genre d'inconvénients. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir, car c'est toujours un plaisir de savoir que derrière cette glace qui est là, il y a des milliers de gens qui vous écoutent ou qui vous écouteront. Je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end. Pour ceux qui partent en vacances, soyez prudents, parce que vous conduisez peut-être très bien, mais il y a des fous sur la route, surtout quand vous quittez l'autoroute. Je vous embrasse tous et revenez-nous bronzés, reposés et prêts à démarrer la vie comme elle le mérite. Et les jeunes, on est là pour vous aider, on n'est pas là pour vous enfoncer. Alors il faut vous accrocher. Au revoir et merci.